je vais vous présenter un petit peu le programme de l'heure que nous allons passer ensemble. Donc, ça va durer 1 heure, hein, pas plus. On a voulu que ce soit surtout basé sur des témoignages. Donc, nous avons je l'ai dit, la présence de Sophie Cluzel et de Cédric O. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Parce que la filière numérique est une très grande filière qui recrute et qui embauche. Et en ces temps de crise sanitaire et économique, il était important de justement pouvoir réaffirmer l'engagement de vos écosystèmes sur le numérique. C'est une grande attente pour les personnes en situation de handicap, une grande attente pour les entreprises en général, parce qu'elles ont besoin justement d'expertise partout en accessibilité numérique. Et c'est une troisième grande attente aussi, parce que j'ai besoin de vous aussi pour former à l'accessibilité universelle avec des webmasters qui pensent initialement à l'accessibilité native de tous les sites. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant sur beaucoup de tableaux. Donc très heureuse de pouvoir échanger avec vous, que vous m'expliquiez bien. Bon, Cédric, on n'a rien à lui expliquer, il connaît tout. Moi, c'est un peu différent, mais je pense que vous avez des engagements. Je vois que c'est des sujets où dans les entreprises adaptées. Enfin bref, nous avons un écosystème qui est en demande de reconversion professionnelle pour certaines entreprises. Et vous connaissez la résilience du monde du handicap pour être actif et réactif. Donc je pense que voilà, c'est du gagnant-gagnant. Je pense que c'est Cédric qui connaît déjà bien M. Assouline, qui peut beaucoup mieux en parler que moi. Cher Cédric, je te laisse la parole. Et peut-être qu'Alain, tu voulais peut-être dire un petit mot de… En fait, je voulais évidemment vous remercier tous les deux, et puis remercier, là maintenant, on a déjà 180 personnes qui sont connectées. Mais Cédric, je te laisse dire un petit mot, mais en fait, j'avais prévu que on commence par les témoignages et que vous puissiez ensuite intervenir et poser éventuellement des questions. Mais si tu veux dire quelque chose avant, c'est avec grand plaisir. Non, ce que je propose, moi, ma seule contrainte, ma seule contingence, c'est qu'il faut que je vous quitte dans 1/2 heure. Donc, je propose quand même de laisser parler quelques témoignages en premier lieu, ce qui je pense, sera la plus illustratif et les choses seront mieux dites que je peux faire, ou que ce que même Sophie ou moi pouvons faire. Et puis ensuite, je pourrais réagir. Très bien, super. Ok, bah, faisons comme ça. En fait, donc, je vous remercie à tous les deux d'avoir voulu cette rencontre. Dire 2 mots, notre engagement qui est dans notre ADN, hein, Webforce 3, depuis sa création, d'inclusion des personnes sorties du système grâce au métier du numérique, a fait que naturellement, en fait, sans forcément faire un programme pour ça, nous avons été amenés à accueillir 15% parmi nos apprenants. On a formé 6000 personnes, on en a 15% qui sont des personnes en situation de handicap. Alors, la plupart, d'ailleurs, se sont pleinement intégrés, mais nous avons pris conscience quand même de la nécessité, pour élargir à d'autres, de mettre en place des sessions qui leur soient consacrées. Donc, on va pouvoir en parler, d'où le programme que nous avions fait, qu'on a appelé Handy for Change, et qui a été lauréat du Google Impact Challenge, et qui est prolongé maintenant avec le programme, le projet Talent Digital, un TH, Talent Digital, dont nous parlerons tout à l'heure et qui vous sera présenté. Mais je pense que le plus important, en effet, c'est aujourd'hui, c'est d'écouter les témoignages de celles et de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin, afin de pouvoir répondre à vos questions et parler de tout ça. Alors, on va écouter pendant… alors, on a prévu 30 minutes de témoignages, mais évidemment, peut-être on pourra s'arrêter à un moment, Cédric, pour te donner la parole au moment où tu le désireras, hein, là-dessus. Donc, on va écouter d'abord Pierre Lefebvre, qui est PDG de Better Call Dave, qui est une entreprise qui a recruté
une personne en situation de handicap pour commencer. Donc, Pierre, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, en tout cas, pour pouvoir partager l'expérience que l'on vit finalement depuis le mois de septembre. Donc, pour commencer, Better Call Dev, on est une jeune entreprise de la métropole lilloise. On est une équipe d'une quinzaine de développeurs. On travaille sur essentiellement, enfin, notre métier, c'est de développer des services numériques à impact et qui ont du sens. C'est-à-dire qu'on veut aider les autres entreprises à innover sur le digital, vraiment pour créer des services qui sont utiles à l'humain. Je pense que pour amener un petit peu la transition, pour créer du sens, pour créer de la valeur aujourd'hui, moi je suis persuadé qu'il faut avoir une équipe qui soit certes multi-compétences, mais qui viennent aussi d'horizons différents. Et depuis le début de l'aventure Better Call Dev, je fais très attention à qui je recrute. Donc, on recrute à la fois des personnes expérimentées, mais on recrute aussi beaucoup de personnes issues de reconversion professionnelle. Parce que ça amène une diversité en termes de parcours, en termes de vécu, en termes de ce que peuvent apporter les gens pour créer de la valeur. Et finalement, en recrutant dans cette diversité, on a été amené à recruter des personnes en situation de handicap. Pour être franc, quand je les ai eus en entretien, je ne savais pas. Voilà, on les a. Moi, ce qui me plaisait dans leur profil, c'était leur parcours. Voilà, c'est ce parcours un peu de combattant, parce que quand on veut faire une reconversion professionnelle, quand on veut réapprendre un métier, il faut quand même se retrousser les manches. Et puis, voilà, cet été, on a rencontré 2 personnes qui nous ont rejoints du coup au mois de septembre, issues de la formation Webforce 3. Finalement, le premier témoignage que je peux faire, c'est que ça s'est passé complètement naturellement et comme d'habitude, comme avec n'importe qui. Au niveau, que ce soit au niveau de l'embauche, de l'onboarding avec l'équipe, et puis même au quotidien avec l'équipe, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que en tant qu'entrepreneur, ça m'a quand même amené à une remise en question. Puisque je me suis rendu compte que j'étais absolument pas sensibilisé à ces problématiques. J'en avais même pas conscience, en fait, tout simplement. Et c'est le fait d'avoir des personnes dans l'équipe qui me font dire peut-être qu'en fait, tu aurais pu faire les choses peut-être un peu plus différemment ou introduire un petit peu mieux. Ou là, on a des handicaps qui sont pas vraiment qui permettent de travailler. Mais par exemple, si j'avais une personne malentendante, comment je fais pour bien l'accueillir? Comment je fais pour faire en sorte de bien l'intégrer? Une personne déficiente visuelle, comment est-ce qu'on pourrait faire travailler toutes ces… Enfin, voilà, c'est des questions que je ne me pose pas. Donc ça, c'est un premier témoignage. Ensuite, par rapport à l'équipe, donc par rapport au reste des collaborateurs, donc je pense que l'intégration s'est très bien faite. Mais là aussi, je pense que j'aurais pu peut-être un peu plus sensibiliser mon équipe, mieux accompagner. Mais en même temps, on a cette peur des fois de stigmatiser les personnes. J'ai pas envie de les ranger dans une case. Et donc voilà, il y a un peu cette dualité de choses. Mais c'est ça que je peux apporter. Denis, vous voulez nous témoigner de votre intégration dans cette entreprise? Bonjour, bien évidemment. Merci à toutes et à tous de cette invitation. Donc oui, voilà, je suis porteur de handicap depuis maintenant, tout du moins découvert depuis 8 ans. Je suis narcoleptique cataplexique. Voilà, donc avant ça, en fait, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le milieu, dans le social. J'étais éducateur. Le souci, c'est que pour avoir une évolution de carrière,
j'étais obligé de repartir sur un cursus de 2 ans, ce qui était vraiment difficile à suivre du fait de mon handicap. Du coup, entre-temps, j'ai porté une grosse réflexion sur où je pourrais me reconvertir. Il se trouve que la numérique était une de mes passions en étant adolescent. Bon, des soucis d'orientation ont fait que je ne m'attendais pas à pouvoir repartir dans cette branche, car l'air de rien, je repartais vraiment de zéro, hein. Et c'est par le biais, dans un premier temps, d'IDP, que j'ai pu faire quelques tests et me rendre compte qu'en fait, cette appétence, je l'avais toujours, et que j'avais aussi peut-être cette possibilité de pouvoir entrer en formation. Bon, malheureusement, ça s'est soldé sur un échec, mais j'ai continué à croire en ce projet, accompagné aussi par le biais de Cap Emploi, et enfin, j'ai eu l'occasion d'intégrer Webforce 3 en tant que stagiaire au sein d'une formation réservée à un public travailleur handicapé. Donc, nous étions tous plus ou moins en reconversion professionnelle, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la formation était courte, mais était très intense. On avait énormément de grandes différences de handicap, mais on a aussi vécu une espèce de solidarité entre apprenants qui était assez, qui était une sacrée expérience humaine, en fait, déjà. D'autant plus que nos formateurs, les responsables du centre de formation, donc à Lille, étaient vraiment à l'écoute, hein. On a eu pas mal d'aménagements de postes, on avait plus de temps pour faire nos examens, on avait des interprètes LSF pour les personnes malentendantes, on avait du matériel adapté aussi parce qu'on avait une personne non-voyante. Et bon, la fin était entachée par le contexte sanitaire qu'on connaît tous, mais donc on a dû terminer toute cette formation en fait en visioconférence, mais c'était un mal pour un bien parce que c'était aussi l'occasion de pouvoir travailler en équipe entre travailleurs handicapés et aussi pouvoir se préparer voilà, à ce qu'on peut constater vraiment dans le monde du numérique, c'est cette grande expansion du télétravail. Donc, c'était déjà une bonne première expérience. Donc, il se trouve que j'ai intégré Better Call Dev là, au mois de septembre pour un stage de 6 mois en tant qu'intégrateur développeur front-end. C'était la possibilité pour moi de pouvoir continuer à me former avec des personnes dans un milieu vraiment professionnel, et surtout aussi dans une entreprise à taille humaine qui partageait exactement les mêmes valeurs que moi. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Pierre, il n'avait pas été question spécialement d'échanger sur mon handicap. D'ailleurs, je crois même que c'est moi, durant mon entretien, qui l'ai mis sur le tapis, car je ne le vois pas spécialement comme on peut voir ça comme un frein, je pense, hein, d'être travailleur handicapé. Mais je pense que dans mon cas, et j'espère dans le cas aussi de beaucoup d'autres personnes, ça peut être vraiment un tremplin pour pouvoir rebondir et nous permettre vraiment d'accéder à un corps de métier qui est en pleine expansion et dans lequel, franchement, on peut s'épanouir, se sentir utile. Et vis-à-vis de mon intégration au sein de l'équipe, il n'y a jamais eu de problème, quoi. D'ailleurs, je dirais même que quand ils ont constaté pour la première fois que malheureusement, il m'arrivait d'avoir des siestes diurnes, hein, de m'endormir voilà, alors que j'aurais travaillé, ils m'ont même plutôt laissé dormir. Et, ça les a fait sourire, quoi. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'a priori, franchement, à prendre en compte par rapport à ce qu'on peut croire en tant que travailleur handicapé. Et on peut continuer justement à se donner toutes ces chances de pouvoir rebondir, notamment par le biais du numérique. Je parle pour moi, ainsi que pour ma collègue, hein, qui est aussi ici, hein, en alternance et qui était une ex-apprenante de Webforce 3. Voilà, je pense avoir tout dit.
Merci beaucoup, Denis. Charlotte Chélenius, qui vient d'intégrer en alternance une entreprise du numérique lyonnaise, va nous parler maintenant. Charlotte. C'est bon, je prends la parole. Bonjour à tous. Merci vraiment aussi bien aux conférenciers pour leur intervention qu'aux participants d'être là, de venir nous écouter. Merci aussi à Monsieur Cédric O et à Madame Sophie Cluzet d'être parmi nous. C'est une opportunité énorme de pouvoir participer aujourd'hui à ce webinaire. Moi, je vais situer un petit peu mon parcours et expliquer comment l'école, comment WebForce 3 et comment mon intégration par le numérique, j'estime, est plutôt une réussite. Donc moi, je suis autiste. J'ai été diagnostiquée très tard. J'ai été diagnostiquée alors que j'allais avoir 40 ans, il y a 2 ans et demi. Et il faut savoir qu'avant ce diagnostic, mon parcours professionnel a été plus que chaotique. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment occupé des postes qui étaient plus ce qu'on appelle des jobs alimentaires, souvent à temps partiel, puisqu'en étant autiste, je suis malheureusement soumise à une très grande fatigabilité qui m'empêche de faire des journées complètes. Donc, qui dit temps partiel dit aussi précarité régulièrement. Mais, donc il y a un peu plus d'1 an, par le biais d'une association de femmes autistes à laquelle j'étais adhérente, j'ai reçu un message comme quoi l'école WebForce 3 à Lyon et la société Compétences de Lille, qui est représentée aujourd'hui par Emmanuel Tiffry ici, eh bien, recherchait des autistes pour constituer une classe pour suivre une formation de développeur intégrateur web. J'ai sauté sur l'occasion, je n'ai pas hésité très longtemps. Très franchement, j'ai trouvé un accueil à l'école de Lyon que je n'avais trouvé nulle part ailleurs dans le monde du travail, y compris dans le monde pédagogique quand j'étais encore étudiante. J'y ai trouvé une bienveillance quasiment immédiate. Tous les contacts que j'ai eus avec l'entreprise Compétences, qui a l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap, se sont extrêmement bien passés. La formation en elle-même, alors je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que la formation était parfaite et idéale, non, mais tout ce qui a pu être amélioré a été amélioré au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a trouvé une grande écoute de la part de notre coordinateur pédagogique et de la part du directeur de l'école. À aucun moment on a été, mis un peu de côté, c'est-à-dire que tout le monde vraiment s'occupait de nous. On a été mis au centre de pas mal de choses. Donc, c'était vraiment une expérience qui m'a, moi, changé mon regard par rapport au monde de l'entreprise, qui était malheureusement un petit peu abîmé avec ce que j'avais vu auparavant. La formation s'est extrêmement bien passée. Elle a été arrêtée un petit peu dans son élan par le confinement et la crise sanitaire, mais ça ne nous a pas empêché, toute la classe, d'aller jusqu'au bout, de porter notre projet de fin de formation et, dans mon cas, d'obtenir mes certificats d'intégratrice et de développeuse web. Donc, je suis très, très fière de ça. Je remercie encore l'école de cette opportunité. Il faut savoir qu'en parallèle, Compétences avait institué des moments de job coaching, c'est-à-dire que nous avons une coach qui était dédiée à notre groupe, qui nous accompagnait chaque semaine, qui a été d'une grande aide, qui a vraiment été... Je pense que parfois on lui en a fait baver, mais heureusement qu'elle était là. Ça a été une initiative extraordinaire de la part de Compétences, vraiment, que je salue encore une fois. Et donc, suite à tout ça, je suis très heureuse d'annoncer qu'effectivement, j'ai signé un contrat d'alternance avec une entreprise du numérique, une entreprise lyonnaise, qui en plus est très bien installée, puisqu'elle, je crois qu'elle existe depuis 1994, on peut dire que c'est une boîte qui est installée dans le paysage du numérique, qui en plus a quand même une certaine sensibilisation au handicap. Il y a déjà des personnes en situation de handicap qui travaillent là-bas. On m'a fait visiter les locaux, on a pris en compte mes problématiques d'hypersensibilité au bruit, à la lumière, pour me proposer un endroit pour travailler qui était adapté. Et je trouve vraiment que c'est formidable. Alors, c'est vrai, peut-être qu'on manque encore de ce genre d'initiative, c'est normal, tout est perfectible bien sûr, mais il faut savoir que ça existe, que toutes les personnes qui portent ça sont de très très bonne volonté. Et enfin, moi, je suis ravie en tout cas malgré d'où je viens, parce que franchement, ça a été très dur au départ,
d'être arrivée où je suis maintenant. Et je remercie tout le monde pour ça, vraiment. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Je vais maintenant. Alors, Cédrico, tu veux intervenir maintenant? Oui. Oui, merci Alain. Oui, je tenais à ce qu'il puisse y avoir des prises de parole avant, mais je vais devoir vous quitter parce que j'ai une visio avec mon homologue espagnol. Mais je suis vraiment très, très heureux d'avoir pu participer à ce webinaire et je pense que tout ce qui a été dit est mieux dit que ce que je pourrais dire moi-même. C'est-à-dire que, le numérique est un secteur qui recrute et le numérique est un secteur qui, pour bien des raisons, peut être adapté à l'emploi des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap d'ailleurs, compte tenu de la plasticité, de la capacité de travailler à distance, de la discontinuité liée aux outils du numérique et de la capacité de, quelque part, dessiner son propre poste de travail, souvent sur ces sujets-là. Et donc, je pense qu'il faut le faire savoir parce que plus que dans d'autres fonctions, dans d'autres professions plus linéaires, plus classiques, le numérique est un secteur qui peut accueillir des personnes en situation de handicap dans lequel elles peuvent se réaliser, trouver un boulot intéressant. D'ailleurs, un boulot qui peut être très différent. Hein, dans les boulots du numérique n'est pas qu'un boulot de développeur. Des boulots en vente, il y a des boulots en marketing, en développement de business. Et donc, il y a vraiment une panel de travail, d'emplois qui sont vraiment extrêmement divers, dans lesquels les personnes en situation de handicap peuvent se réaliser. Par ailleurs, c'est un secteur qui continue à recruter encore aujourd'hui, encore pendant la crise, peut-être plus encore pendant le confinement. Et donc, il faut le savoir. Donc, c'est extrêmement important que des formations comme WebForce 3, et c'est pour ça que je tenais à être là aujourd'hui parmi vous sur ce webinaire, fassent l'effort de mettre un minimum, de former les personnes en situation de handicap. Je crois que c'est 15% dans les formations WebForce 3. C'est 15% dans les formations de WebForce 3. Juste, il faut se rendre compte que c'est énorme par rapport à ce qui existe dans d'autres formations et que ça témoigne d'un engagement et d'une volonté. Alors, on le disait tout à l'heure, tout n'est pas toujours forcément parfait, mais en tout cas de faire cet effort sociétal. Le deuxième élément, et là, je veux rebondir sur ce que disait Pierre Lefebvre tout à l'heure, je pense que c'est évidemment important pour les personnes en situation de handicap, c'est important pour les entreprises du numérique, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que oui, il y a un coût d'entrée. Oui, ce n'est pas évident pour un entrepreneur du numérique de comprendre comment il peut ouvrir cette possibilité-là. Mais d'abord, comme Pierre l'a dit, c'est beaucoup moins compliqué que ce en quoi on peut se projeter. Deuxièmement, je pense que, et c'est quelque chose que Sophie souligne assez souvent, quand vous accueillez une personne en situation de handicap, c'est en général un facteur d'enrichissement pour le collectif et de performance, in fine, qui est extrêmement important. Et je pense qu'il ne faut pas opposer cette question de la performance et cette question de la diversité. Je pense au contraire que le numérique est probablement trop endogamique encore, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à travers la grande école du numérique sur laquelle on travaille avec notamment WebForce 3 et d'autres. Mais il ne faut pas opposer cette question de la diversité et cette question de la performance. Et on a besoin d'aller vers plus de diversité du numérique, à la fois pour des questions de performance et aussi, je pense, pour des questions d'acceptabilité du numérique. On voit que l'écosystème numérique renvoie parfois une image assez fermée, assez élitiste, se concentrant sur une certaine catégorie socio-professionnelle ou un certain type de population. Et je pense que dans l'acceptabilité du numérique, le numérique doit travailler aussi à son impact de manière générale, qu'il soit environnemental, inclusif, sociétal, de lutte contre les inégalités, et que et pour être soutenable, le numérique doit être beaucoup plus divers qu'il l'est aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est à la fois un appel aux personnes en situation de handicap, le numérique est là pour vous aussi, mais un appel aussi au numérique et au secteur du numérique. Pensez à votre diversité, pensez à votre impact, parce que c'est une question à la fois de performance, mais de durabilité, de soutenabilité pour cet écosystème qui nous tient tous à cœur. Donc, merci en tout cas de m'avoir donné l'opportunité d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vous laisse avec Sophie. Et puis, bon courage et bon vent à toutes et à tous. Merci beaucoup, Cédrico. Merci.
Je passe maintenant la parole donc à Emmanuel Thieffry, justement de la société Compétences dont Anne-Charlotte a parlé et qui est un de nos partenaires, qui est une entreprise adaptée qui joue un rôle important dans les formations que nous réalisons. Emmanuel, à toi. Oui, alors moi je copilote un petit groupe d'entreprises qui s'appelle Urbilog et Compétences Entreprises Adaptées. Alors Urbilog, depuis 20 ans, fait le pari de l'accessibilité numérique. C'est rendre accessibles tous les espaces digitaux qui sont en train de se déployer aux personnes qui sont en inconfort et en situation de handicap. C'est un pari qui date depuis plus de 20 ans parce qu'en fait, ces deux entreprises sont animées par Mathieu Froidure, qui a perdu la vue pendant ses études supérieures, donc devenu aveugle, et Paul Cacheux, qui lui est devenu sourd, aussi dans l'adolescence. Et donc, le handicap chez nous fait vraiment partie de la gouvernance et du projet d'entreprise. Donc, Urbilog, sa mission, c'est d'être au service du handicap numérique. Et il y a quelques années est arrivée l'idée, notamment avec la contribution de WebForce 3, ensemble, on a souhaité allier la compétence de WebForce 3 sur l'inclusion et nous sur le handicap et dire ensemble, on va essayer d'innover et de lancer des programmes de formation de personnes en dehors de l'emploi, en dehors des systèmes et en utilisant la formation, on va les accompagner le plus en amont possible et puis on va les emmener vers l'emploi. Donc nous, la mission de compétence entreprise adaptée, c'est celui d'être une ESN, donc une entreprise de services informatiques, et que l'on met à disposition des personnes dans les entreprises ou dans notre centre de service et on les accompagne. Donc on est le pont vraiment entre la formation, le sas de formation et l'emploi direct, parce qu'en fait, on est également titulaire des contrats, des CDD tremplin, qui permet justement à nos clients d'imaginer de nous embaucher nos collaborateurs, faire de leurs pépins, faire des pépins une pépite, comme on dit chez nous. Voilà, donc notre ambition, elle est vraiment double dans ce qui nous anime. C'est à la fois de mettre des personnes en parcours positif, donc c'est les connaître le plus en amont possible. Je vois Charlotte, on s'est rencontrés, on s'est identifié avant la formation, puis est arrivée la formation. Enfin voilà, on se connaît déjà depuis plus d'1 an. Et du coup, notre mission, elle est compliquée parce qu'il faut trouver des entreprises avec qui ça va matcher. En fait, le gros de la mission, il est aussi de faire matcher des entreprises dont on sent que le collaborateur s'y sentira bien. Et il faut aussi que le collaborateur choisisse l'entreprise dans laquelle il va aller travailler. Il faut vraiment qu'ils se choisissent tous les deux. Et c'est ce qui fait aussi les belles histoires. Ces belles histoires, on les accompagne avec du job coaching, de l'accompagnement collectif pendant les parcours de formation. Donc, merci aux partenaires Pôle emploi, les OPCO, tout ça, qui nous permettent de glisser dans les parcours de formation des journées de développement personnel, où on travaille l'image de l'entreprise. Charlotte l'a dit elle-même, elle avait une image détestable du monde de l'entreprise. Donc, on travaille déjà cette image-là. On travaille l'image d'employabilité de la personne. Et regarde aujourd'hui comme elle sourit à l'idée d'intégrer une entreprise. Et elle n'avait pas le même sourire il y a 1 an quand on lui parlait d'une entreprise. Elle avait beaucoup d'électricité par rapport à ça. Il s'avère que maintenant, on commence à se faire débaucher des personnes. C'est l'histoire des CDD tremplin. Donc des collaborateurs qui sont rentrés chez nous et qui maintenant se font employer directement par nos clients. Et on poursuit cet accompagnement avec eux. Ce que l'on constate maintenant, donc ça fait 4 ans que notre aventure a démarré, et on constate en fait qu'on a réussi à dissocier la vie contractuelle d'un contrat de travail avec le parcours de professionnalisation de nos collaborateurs. En fait, dans la mesure où on les suit depuis la formation, puis en alternance ou en mission, et après directement en emploi direct porté par l'entreprise, on est encore présent dans l'accompagnement. On est assez convaincu que l'accompagnement des collaborateurs doit vraiment s'inscrire dans la durée.
C'est pas un job. Pour nous, ce job coaching, il est important. On a l'image chez nous de Mathieu Froidure, donc, qui lui est aveugle. Il est avec une canne blanche. Sa canne blanche, il ne peut pas s'en passer. Que ça aille bien ou que ça n'aille pas, elle est importante et il l'aura jusqu'à la fin. Et je pense que l'accompagnement de personnes qui ont un handicap ou un trouble, c'est une attention à avoir en permanence. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que les entreprises se rencontrent par l'accueil de la diversité. C'est un petit peu le cas de Pierre qui expliquait qu'en fait, le fait d'intégrer quelqu'un de différent venant de la diversité, ça oblige aussi à faire évoluer son management. J'ai coutume de dire qu'en fait, les entreprises adaptées, ce sont des Fab Labs de l'innovation sociale et managériale. Parce qu'en fait, de façon très pragmatique, le fait d'intégrer quelqu'un RQTH dans ses équipes, c'est aussi déployer beaucoup d'attention pour cette personne qui, du coup, est facilitant pour les autres collaborateurs. Parce que c'est vrai qu'il y a les personnes qui ont une reconnaissance RQTH, mais il y a aussi des collaborateurs qui sont en inconfort pour X raisons ou en maladie chronique et tout ça. Et du coup, c'est facilitant pour tout le monde. C'est un bon vecteur pour la QVT d'entreprise. Voilà un petit peu notre point de vue, notre expérience sur l'accompagnement des collaborateurs qui partait donc d'une histoire de l'accessibilité numérique, qui est toujours notre fer de lance avec Urbilog, mais Urbilog, qui était au service du handicap, maintenant souhaite vraiment, depuis 4 ans, intégrer le handicap dans l'innovation sociale et dans les outils. Faire d'un pépin une pépite, ou alors aussi dire transformons la contrainte du handicap en opportunité pour nos entreprises. Merci beaucoup, Emmanuel. Monsieur Assouline, vous me permettez de réagir? Bien sûr, bien sûr. Je pense que vous avez fait un témoignage extrêmement important, Monsieur Thieffry. Vous portez vraiment ce que le gouvernement souhaite, accompagner les entreprises adaptées dans cette optique-là, puisque vous l'avez dit, le job coaching, il faut qu'il soit pérenne. La personne a besoin et le collectif de travail surtout a besoin d'être accompagné. C'est pour ça que nous remettons 15 millions sur les dispositifs d'emploi accompagné. Alors, c'est quoi ces dispositifs d'emploi accompagné? C'est du job coaching comme Anne-Charlotte Chalnus l'a présenté, pérenne, réactivable autant que de besoin. Parce que parfois, il peut y avoir une baisse ou de productivité ou de bien-être au travail parce qu'un collaborateur change, parce qu'il faut réexpliquer. Et bien, ces experts de l'accompagnement, parce que ce sont des experts, là, vous avez parlé de compétences, mais il y a Clubhouse, Messidor, etc. Beaucoup d'associations expertes du médico-social sur les troubles. Ce n'est pas à l'employeur de connaître tous ces troubles. Lui, son boulot, c'est de bosser avec ses collaborateurs, de les mettre certes en situation optimale de productivité, en compensant. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit aussi, j'aime pas mettre une étiquette sur les personnes en leur demandant de se déclarer, mais moi, je dis, je suis handicapée et alors, permettez-moi, grâce aux compensations ou aux adaptations possibles, d'être le plus productif et performant possible. Donc, ce n'est pas se remettre une étiquette, c'est juste que, voilà, j'ai des spécificités. Les anglo-saxons l'ont bien compris, ils enlèvent l'étiquette du handicap, ils mettent « persons with special needs », tout simplement. Voilà, on a des special needs tous, on se met de façon optimale et cet environnement, il doit être justement profitable à la personne. Et comme vous l'avez dit, M. Thieffry, il devient profitable à l'ensemble des collaborateurs. Avec le handicap, on travaille pour le bien commun pour tous. Permettez-moi de vous piquer votre copyright, parce que je trouve cette formule magnifique de pouvoir faire de leurs pépins des pépites. Et je trouve, si vous me l'autorisez, je pense que je reproduirai ce message qui est fort, qui est vraiment très, très fort. D'autres personnes, hier, le PDG de Nestlé a dit « Moi, je veux pouvoir que les personnes puissent être elles-mêmes dans un environnement optimal, puissent être elles-mêmes. » C'est ça aussi qui est très fort. Là, j'ai entendu des témoignages extrêmement forts qui nous confortent que le numérique est un vrai levier pour les personnes en situation de handicap, mais surtout les personnes handicap ont des talents que vous ne soupçonnez pas dans le numérique. Donc, il faut qu'on fasse tomber les préjugés, qu'on leur permette d'aller dans les formations. Une petite question à M. Assouline. Dans vos formations WebForce 3, ce sont des formations où vous... tout à l'heure, le monsieur a parlé d'une formation spécifique pour les personnes handicapées, mais elles sont mélangées. Comment ça se passe dans vos formations? Vous faites des cursus très adaptés ou elles sont extrêmement inclusifs, justement? En fait, comme nos formations sont toutes en direction de personnes, donc ont toutes ce caractère inclusif pour toutes sortes de personnes, on
on a pas mal de personnes en situation de handicap qui suivent nos formations. Mais on s'est rendu compte que, c'est ce que vous disiez, hein, c'est que pour certaines personnes, il y avait des difficultés particulières. On a quelquefois, enfin, on s'est rendu compte que la plupart du temps, il y a des problématiques de troubles de l'attention. Il y a des moments où ils ne peuvent pas venir, etc. Et donc, on s'est dit, on a abordé sur deux aspects. D'abord, on s'est dit, on va essayer de monter aussi des formations 100% avec des personnes en situation de handicap, en essayant de regrouper aussi des personnes qui ont le même type de handicap. Donc, on en a fait bien 4 ou 5 de sessions avec des personnes qui sont autistes Asperger. On a aussi fait une formation à Lille pour des personnes, des grands accidentés, où là aussi, il y avait… Là aussi, c'est des personnes qui ont vraiment des talents en termes de présence et de concentration pour travailler sur les métiers du numérique. Voilà, donc on a les deux approches possibles. Et je crois que ça va être intéressant maintenant d'écouter Véronique Bustrel, parce que l'idée, elle va nous expliquer justement ce qu'on a monté avec cette idée de talent digital pour essayer d'aller encore plus loin, c'est-à-dire essayer d'aller chercher des personnes qui au départ n'ont pas forcément pensé comme Denis, qui a toujours voulu faire du numérique, mais il y a peut-être des personnes qui n'y pensent pas, mais qui, avec un dispositif particulier, on va pouvoir les convaincre que c'est possible. Donc Véronique Bustrel, qui est directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie de l'AGFIP, qui porte le projet Talent Digital elle va nous dire, hein, avec l'Association des Paralysés de France, avec Simplon, avec l'OPCO Atlas, etc., va nous raconter tout ça. Merci beaucoup Alain de me céder la parole et merci à tous d'être présents ce matin. Bonjour Madame la Ministre, bonjour à tous. Je suis très fière effectivement ce matin d'être présente parmi vous, à la fois parce que nous avons entendu ces témoignages qui révèlent au fond ce qui nous a amenés tous collectivement à travailler ensemble sur un projet qui, depuis maintenant quasiment presque 2 ans, hein, 1 an et demi en tout cas, nous a occupés pour concourir lors de la 3e vague, me semble-t-il, du PIC 100% inclusion, donc le plan investissement compétences qui a été lancé par le gouvernement et dont nous sommes lauréats, et donc nous sommes particulièrement fiers d'être lauréats. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, puisque Alain a un peu spoilé le sujet, mais pas complètement, donc je vais pouvoir aller un peu plus loin. Vous dire qu'effectivement, il s'agit d'une initiative collective qui nous a réunis. Alors, initiative collective qui a mobilisé à la fois des associations. Alors, je peux considérer que l'AGFIP est une association et une association particulière puisque, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une association qui a maintenant plus de 30 ans et qui a été créée pour collecter les fonds des entreprises qui ne répondent pas complètement à leurs obligations d'emploi. Et l'objectif de l'AGFIP, c'est de développer l'emploi des personnes handicapées en fournissant finalement tous les outils de compensation pour les personnes et pour l'entreprise. Dans ce cadre-là, nous avons aussi travaillé avec l'association APF France Handicap, l'objectif étant de mobiliser finalement un acteur du secteur qui est représentatif des personnes handicapées et qui pouvait, je vous l'expliquerai tout à l'heure, jouer un rôle majeur aussi dans cette organisation, de mobiliser des acteurs particulièrement impliqués. Alain, tu les citais, donc Simplon et Webforce 3, qui ont une expertise, une compétence, qui sont reconnues dans leur domaine et qui permet de consolider notre action. Mobiliser également un acteur de l'évaluation pour nous aider à améliorer et on va dire d'être toujours dans le progrès et dans l'amélioration continue du sujet avec notre partenaire Amios. Et puis enfin, de mobiliser les acteurs de la branche. On parlait tout à l'heure des employeurs et des entreprises. Eh bien, on a mobilisé le Syntec et le Syntec numérique et l'OPCO, donc l'organisme qui collecte les fonds de formation de la branche Atlas. Et nous avons
collectivement travaillé, co-construit un projet qui visait aussi à aller regarder à la fois l'expérience que l'on avait tous construite pour pouvoir avoir un projet, un produit original qui viendrait s'intégrer dans ce paysage avec bien évidemment des outils qui existent déjà et de nouveaux outils. Cet outil-là, il vise effectivement à aller chercher assez loin finalement des personnes qui, en première intention, n'auraient pas imaginé leur avenir dans les métiers du numérique. Et ce qui nous a vraiment guidés, c'est d'une part, c'est 3 convictions. Première conviction, c'est celle que le numérique, comme le disait tout à l'heure le ministre Cédric O, est une opportunité importante d'emploi, d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap et que professionnellement, c'est une opportunité à saisir. Deuxième chose, la conviction que les personnes en situation de handicap ont tout à fait leur place dans ce domaine-là et sont en capacité et en compétence pour le réussir. Et les témoignages de Denis et de Marie-Charlotte nous soulignent à quel point, Anne-Charlotte, nous souligne à quel point ce sujet est important puisqu'on voit bien qu'on peut avoir toute sa place dans ce domaine. Et puis, la troisième conviction qui nous a portée, c'est celle que nous devions collectivement organiser une forme de chaîne de compétences pour faire en sorte que ensemble, avec cet outil original, nous puissions relever un nouveau défi pour amener des personnes plus loin de l'emploi, peut-être, ou qui n'auraient pas pensé à ce secteur-là, dans ce domaine-là. Le projet Talent Digital, donc Talent T-H-A-L-N-E-T et Digital, voilà, c'est un projet en fait qui vise, lors des 3 prochaines années, à accompagner 500 parcours de personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire national, avec une priorité sur 10 régions, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, les Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Grand Est, Bretagne, Guadeloupe, Bourgogne et Bourgogne-Franche-Comté, et Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a, vous voyez, quasiment tout le territoire national et une partie des ultramarins qui sont couverts. Et pour nous, c'était important de pouvoir expérimenter, tester ce sujet-là, puisque l'objectif, c'est qu'à l'issue, en 2022, nous ayons un héritage que l'on laisse pour pouvoir ensuite capitaliser et pour pouvoir permettre d'élargir à d'autres personnes et pouvoir porter notre expérience à d'autres dans ce cadre-là. C'est aussi dans ce cadre-là un parcours sans couture qui était évoqué tout à l'heure également et qui permet finalement d'accéder au métier du numérique. Et vous allez me dire comment. Alors comment? C'est en fait un projet qui est porté par 4 piliers. Le premier pilier, c'est finalement le sujet cœur de notre projet. C'est finalement comment sourcer plus encore de personnes en situation de handicap. Nous avons identifié 2 leviers pour sourcer plus et davantage de personnes en situation de handicap. Premier levier, c'est la réflexion autour de l'élaboration d'un révélateur de talent qui est actuellement en travaux et en développement par nos partenaires que sont le CNRS et CGI. Donc, ce sont ces 2 partenaires qui vont nous aider à développer un révélateur de talent qui sera un outil en ligne qui serait normalement disponible l'année prochaine. Donc, on aura un outil nouveau qui sera un outil gamifié qui permettra de faire le lien aussi avec d'autres outils qui existent, notamment auprès du service public de l'emploi. Et l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher plus loin, plus fortement, avec des outils modernes, avec des outils de nouvelles technologies, aller chercher ces aptitudes, ces compétences, ces appétences, ces goûts pour, et puis amener les personnes à se dire, bah, ça j'ai fait, et en fait, ça peut m'aider à me projeter vers autre chose, vers un métier que je n'aurais pas imaginé, ou une profession, ou des activités, ou dans ce secteur-là. C'est deuxième chose, une plateforme qui permettra de sourcer, d'accompagner et de pouvoir finalement permettre de guider vers à la fois un accompagnement qui pourrait mener à des remises à niveau. Je voyais tout à l'heure dans le chat qu'il y avait des questions sur comment on fait pour être à niveau et puis pouvoir accéder ensuite à la formation. Donc, travailler sur ces remises à niveau, travailler sur l'accès aux formations qui sont nécessaires et guider, accompagner, coacher tout au long du parcours. Et ça, c'est extrêmement important. Cette plateforme, elle sera portée par APF France Handicap. Elle l'est déjà. Elle est également ouverte à partir d'un outil en ligne. Donc, on a ouvert un site Talent Digital qui est désormais accessible, sur lequel vous pouvez vous inscrire. On organise tous les 15 jours des webinaires. Alors, la possibilité pour tout le monde de participer, d'écouter, de découvrir finalement comment ça marche, comment on s'inscrit, comment on peut participer et de pouvoir très facilement y accéder.
Enfin, c'est compter sur un deuxième pilier, c'est l'engagement des employeurs. Je le disais tout à l'heure, on engage la branche, on engage les partenaires de la branche. Avec nos partenaires de la formation, on a évidemment une porte d'entrée privilégiée. L'AGEFIP se mobilise puisqu'elle a également un réseau d'acteurs solidaires mobilisés au sein de son réseau des référents handicap, mais aussi nos autres partenaires. Je pense, Madame la Ministre, à nos partenaires du Manifeste pour l'inclusion qui sont de très grandes entreprises et qui potentiellement peuvent se mobiliser pour accueillir et accompagner. Je pense également qu'on a un troisième pilier qui est extrêmement important et comme le disait tout à l'heure Alain, on a un pilier qui est celui de l'accompagnement et celui de la formation qui est considérable pour pouvoir permettre d'accéder à l'emploi. Et là, on compte sur nos leviers de droit commun. L'objectif du PIC, ce n'est pas forcément de se substituer au droit commun, c'est de mutualiser, de mettre en synergie les partenaires. Et là, on compte que vraiment tous les acteurs se mobilisent. Et on s'est mobilisé très largement au niveau des territoires, puisqu'on a mobilisé nos équipes. Au niveau de la GFIP, on est mobilisé, mais au niveau de toutes les équipes, de tous les territoires qui sont concernés, les équipes de nos partenaires formation, des partenaires qui sont engagés autour de l'accompagnement. Et bien évidemment, on est engagé auprès sur ces territoires avec nos partenaires que sont Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales. Nous avons d'ores et déjà programmé des webinaires avec nos partenaires Cap emploi. Nous avons travaillé très en amont avec Pôle emploi sur un certain nombre de sujets qui visent à la fois l'accès à la formation, la rémunération aussi, et puis aussi l'accès à l'emploi. Donc, c'est mobiliser tout un écosystème collectivement, solidairement, et faire en sorte qu'en pilier 4, on puisse capitaliser et renvoyer vers finalement des choses extrêmement riches pour nous. Très directement, c'est un projet extrêmement innovant, on en attend beaucoup. On va le tuiler évidemment avec toutes les actions qui existent sur les territoires. Et pour nous, l'objectif, c'est de mettre en visibilité ce sujet-là, faire en sorte qu'il y ait davantage de talents qui puissent intégrer ce projet-là. Et que tout à l'heure, j'entendais les pépins, les pépites. Et bien moi, j'ai envie de dire les talents, les compétences, les aptitudes et l'avenir en commun qu'on peut avoir dans le numérique. Il faut qu'on puisse le partager. Et ensemble, solidairement, on va y arriver parce qu'on est convaincus tous autant dans ce consortium que le sujet, c'est un sujet partagé et on le fera, Madame la Ministre, vous pouvez compter sur nous pour faire le lien également avec nos partenaires des entreprises adaptées dans le cadre de Cap vers l'entreprise inclusive autour des CDD tremplins et évidemment en joignant également nos responsabilités, nos engagements autour de l'emploi accompagné. Et c'est donc toute la chaîne des acteurs, du sourcing jusqu'à l'accompagnement vers et dans l'emploi, qui va nous permettre, avec Talent Digital, d'être au rendez-vous du digital pour les personnes en situation de handicap et de faire que demain, ce sujet-là, finalement, ne soit plus un sujet qu'on doit aborder lors de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées parce que ce sera juste normal. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir écouté ces propos. À bientôt. Toujours l'énergie de Véronique Bustrel. C'est toujours un plaisir de pouvoir l'écouter parce que c'est une femme engagée. Merci. Juste, si vous me permettez, Monsieur Assouline, un mot. Moi, je voudrais qu'on soit très vigilant aussi aux prérequis pour entrer dans les formations. Là, j'ai vu sur votre film qu'il y avait quelques alertes, mais c'est aussi beaucoup d'alertes que j'ai des personnes en situation de handicap. Ne mettons pas la barre trop haute déjà sur des compétences prérequises pour entrer en formation. Et si vous me permettez, hier, j'étais en visio avec l'entreprise adaptée Recycléa de Montluçon, qui sont passés du reconditionnement à l'expertise digitale des personnes, les mêmes personnes. Et pourquoi? Parce tout simplement, il nous a dit, plutôt que d'aller chercher des compétences, je me suis appuyée sur les appétences des personnes, justement, à changer de métier, à savoir faire, à avoir une vraie volonté de transformation. Et c'est ce qu'a dit un des témoins tout à l'heure. Donc, ne mettons pas la barre très haute et accompagnez. Si vous avez besoin, par exemple, d'allonger les formations, il faut qu'on y travaille ensemble. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre… Pourquoi? Parce que si la personne est allée vers cette reconversion, ça veut dire qu'elle a levé sa propre autocensure. Il ne faut pas être déceptif sur la levée de l'autocensure des personnes en situation de handicap. À aller vers d'autres métiers, c'est capital. Et là, du coup, on a un vivier beaucoup plus large. Je vous rappelle qu'on a 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap au chômage, qui pour 60% d'entre elles sont infra-bac. Donc, les talents et les révélateurs, il faut aller les chercher à Pôle emploi en leur donnant justement cette capacité de pouvoir aller vers une reconversion sans avoir des barrières de prérequis importantes. Donc ça, je vous demande vraiment d'être vigilant, mais on voit qu'il
des vrais leviers possibles. En tout cas, merci vraiment pour ce témoignage. Mais merci beaucoup. En fait, sur cette question des prérequis, on travaille de deux points de vue. Alors, dans le cadre de Talent Digital, Véronique l'a expliqué, il est prévu justement, et c'est pour ça qu'on a fait appel au PIC 100% inclusion, c'est qu'avant la formation, il est prévu qu'il y ait justement une mise à niveau. C'est-à-dire qu'il y a un temps il y a 100 heures qui sont prévues d'accompagnement pour une remise à niveau. Il est prévu un coaching personnalisé. Il y a aussi, je crois, 200 heures de coaching pour les accompagner. Donc ça, c'est un niveau pour les amener sur les formations un peu classiques de codeurs, etc. Maintenant, on est en train de travailler, ça c'est un autre chantier, on est en train de travailler d'ailleurs avec des associations d'insertion par l'activité qui quelquefois avaient déjà traité cette question sur les métiers du numérique où qui sont peut-être encore plus inclusifs parce qu'il y a des métiers, il faut le savoir, dans l'intelligence artificielle. Il faut savoir que dans l'intelligence artificielle, 80% de l'intelligence artificielle, c'est des personnes qui qualifient les données. Et là, on pense que ce sont des métiers qui sont tout à fait accessibles pour des personnes justement qui manquent de prérequis. On pense que d'ailleurs, y compris dans les métiers de la cybersécurité, où il y a beaucoup d'actions à mener de façon pour aller vérifier un certain nombre de choses. Donc, on travaille à la fois sur le type de formation. Est-ce qu'il y a des formations qui seraient encore plus inclusives que celles que nous faisons aujourd'hui? Et puis, pour celles que nous faisons aujourd'hui, on travaille justement grâce à ce parcours de talent digital que Véronique a expliqué. On travaille sur comment les aider à y accéder. Parce qu'il y a ça aussi, hein, on se rend compte que c'est tout à fait possible. Alors, peut-être pour illustrer ça, on a ouvert la première session Talent Digital. Alors, grâce à Talent Digital, on a déjà un peu partout en France des personnes en situation de handicap qui ont pu intégrer des formations, c'est la question que vous posiez tout à l'heure, des formations classiques hein, et même des formations en apprentissage. Alors, nous, on pense que finalement, l'apprentissage peut être très, très inclusif pour des personnes en situation de handicap parce que ça permet non seulement de réaliser cette formation en début de cursus qui est intense et qui leur permet d'être opérationnels, mais ensuite d'avoir le temps d'être intégrés dans l'entreprise grâce à l'alternance. Mais voilà, donc Cecilia Sanchez, et c'est la dernière intervention avant peut-être de continuer avec quelques questions-réponses. Cecilia Sanchez va nous dire un peu comment s'est passée cette première session rapidement, Cecilia, parce qu'on est presque au bout de notre heure. Ok. Bonjour, merci de m'écouter. Alors moi, je suis coordinatrice pédagogique et administrative sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance de travailler à Webforce 3, ça veut dire qu'une grosse partie de ma mission consiste à recruter et accompagner l'ensemble de nos apprenants jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. Donc, tout au long de leur cursus de formation. Je suis particulièrement fière de travailler chez Webforce 3 parce que c'est une école inclusive et pas seulement sur le papier. Donc, on accompagne tout type de profil, quel que soit ce profil, le niveau de qualification, l'âge, et donc nous accompagnons de fait des personnes en situation de handicap. Et ça, vous l'évoquiez, Madame la Ministre, sans prérequis. Donc, il y a un gros travail qui est fait d'anticipation et au moment du recrutement où on va identifier d'abord le primordial parce que c'est le cœur, il faut avoir de l'appétence, il faut avoir l'envie. Et puis, on va identifier avec la personne, mais aussi parfois avec sa famille, mais surtout avec les personnes qui sont les accompagnateurs extérieurs, qui peuvent être des job coachs, des psychologues, etc. Quels pourraient être l'ensemble des freins
à la réussite de la formation sur le métier qui est visé par l'apprenant. Une fois que ce travail est fait, du coup, mon travail, c'est de mettre en œuvre dans le centre ce qui va permettre que la formation se déroule dans les meilleures conditions. Alors, très précisément, nous adaptons les postes de travail. Ça passe de sièges, de la remise d'un casque quand on a des personnes qui sont sensibles au bruit, diminuer la luminosité, pour les personnes qui ont été autistes, on a pu mettre en place des espaces dédiés de détente pour leur permettre de se reposer puisqu'ils sont soumis à une plus grosse fatigabilité. Donc ça, ce sont des choses qui sont finalement assez simples à mettre en place. Mais aussi, ça passe par un travail en amont avec les formateurs sur une sensibilisation sur les caractéristiques des profils qui vont constituer les sessions. Et puis, pour leur permettre d'adapter les modalités de pédagogie. Mes collègues de Lille, qui ont fait un travail formidable, ont accueilli, par exemple, une personne qui était déficiente visuelle. Bon, eh bien, ça nécessite, pour le coup, une mise en œuvre différente. Et donc, on est sans cesse dans l'innovation, dans la recherche. Chez Webforce 3, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. C'est notre ADN. Donc, par exemple, pour cette personne, ils ont dû adapter la manière de passer les évaluations. Ils ont imaginé identifier une personne déficiente visuelle également, qui était développeur et qui est devenu le parrain de l'apprenant pour partager son expérience et puis pour l'accompagner, pour l'aider, le soutenir pendant son parcours. Nous avons accueilli un déficient auditif, une personne déficiente auditive avec lequel nous avons mis en place une interface qui est en langue des signes. Donc voilà, en fonction, et peu importe la catégorie de handicap, Webforce 3 fait du sur-mesure pour chaque personne, pour permettre la réussite de tous, du plus grand nombre. Et d'ailleurs, je vais vous donner des résultats. Donc, sur la session de Lille dont je parlais, 12 personnes ont été accueillies. Il n'y a eu aucun abandon. 10 ont obtenu les 2 certifications, donc front-end et back-end de développement, et 2 ont obtenu la certification front-end. Sur Lyon, nous avons intégré 16 personnes dans le SAS. Donc, le SAS, c'est une préparation avant les formations. Parmi ces personnes, il y avait 11 personnes qui ont été diagnostiquées autistes Asperger, qui sont actuellement en cours de formation, qui ont des très bons résultats et qui sont dans une session où le temps est adapté. Donc, ce sont des personnes qui ont une plus grosse fatigabilité, donc les temps de formation sont plus courts. Et 6 autres personnes, d'autres types de RQTH, de handicap, qui ont été intégrées dans nos autres formations classiques. D'ailleurs, au-delà de l'opportunité formidable que propose le SAS, Alain Assouline le disait tout à l'heure, nous recrutons quotidiennement des personnes en situation de handicap et qui sont complètement intégrées dans les autres situations. Voilà, finalement, ces résultats, ils sont très encourageants et je suis très, très fière d'y participer un petit peu quotidiennement. Pour moi, les facteurs clés de réussite, c'est vraiment l'anticipation, j'en parlais, c'est les liens qu'on a réussi à créer avec l'ensemble des acteurs, c'est très très important, cette belle synergie pour pouvoir faire du sur-mesure à chaque fois, et puis le suivi, l'amélioration continue qu'on effectue au quotidien, qui permet de redonner de la confiance, parce qu'au-delà des freins, des adaptations qui sont nécessaires pour le handicap, qui finalement sont pas insurmontables, auxquelles qu'on peut vraiment agencer. Tout à l'heure, Anne-Charlotte disait, j'ai eu un parcours chaotique jusque-là. Il y a aussi tout un enjeu de remobiliser, de redonner confiance
parce que souvent les personnes soit sont restées inactives pendant un certain temps et ou ont eu des expériences qu'elles ressentent comme des échecs. Et donc, grâce à ces formations, aux accompagnements, eh bien, on peut redonner de la confiance et puis là, on leur permettre d'acquérir un métier et qui ouvre de vraies perspectives. On sait que le monde du digital offre beaucoup d'opportunités d'emploi. Merci beaucoup, Cécilia. Merci, excuse-moi, je vais être un peu, mais je suis obligée de vous quitter. Donc, je suis désolée, je suis obligée de vous quitter pour un plateau télé. Donc, je ne peux pas être en retard, en tout cas, pour parler de l'emploi des personnes handicapées. Donc, soyez assurés que je citerai le numérique comme formidable levier et d'embauche et de création pour l'emploi des personnes handicapées. Un immense merci et à très bientôt. Je viendrai vous voir, cher monsieur Assouline, chez Webforce 3. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et à très bientôt. Au revoir. Alors, il y a, je crois, on peut peut-être continuer sur quelques questions qui ont été posées. Alors, j'ai des questions, bon, c'est un anonyme, mais qui demande pourquoi CAP et Pôle emploi n'accompagnent pas dans le domaine du digital. Je crois qu'ils le font. Peut-être que quelquefois, selon la personne devant laquelle vous êtes, il faut peut-être aussi l'informer. Quelquefois, les personnes ne sont pas forcément toutes informées. Alors, j'ai quelqu'un qui dit que c'est dommage qu'en région Pays de la Loire, il n'y ait pas talent digital. Donc, Véronique. Oui, j'ai noté la question également. En fait, le choix d'atterrir, on va dire, sur une dizaine de territoires, c'était aussi en lien avec la richesse aussi des opportunités du territoire. Et on a fait un choix alors, qui est peut-être arbitraire en soi, mais qui permet d'expérimenter sur ces 500 parcours, sur ces territoires visés. Ça ne veut pas dire que le projet ne visera pas une extension sur d'autres territoires, mais c'est vrai qu'à ce stade, on a essayé de regrouper aussi sur des territoires qui étaient très, très demandeurs au moment où on a mis en place le projet. Merci beaucoup, Véronique. On a aussi Bruno Ferry de la Direct qui dit que finalement, on peut activer en même temps d'autres leviers qui ont été aussi financés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, comme la Fabrique des territoires, les French Tech tremplins pour les lieux totems, etc., pour aussi accueillir ces personnes. Merci beaucoup. Jacques Faubert qui nous dit que est-ce qu'il y a une approche particulière de talent digital en direction des PME? C'est-à-dire, c'est vrai que la question du numérique, on a beaucoup parlé du fait qu'on pouvait faire de telle sorte que les entreprises du numérique, c'est un peu les témoignages qu'on a fait, sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap qui ont été formées au numérique. Mais il est vrai que dans ce formidable pari que nous avons, qui est celui que malheureusement on vit dans un contexte particulier, qui est la transformation numérique des petites entreprises, on en a énormément à transformer. On peut à la fois s'appuyer sur les services et la façon dont vont travailler les entreprises du numérique pour aider à cette transformation, mais peut-être aussi on pourrait intégrer des personnes qui travailleraient dans ces entreprises-là, et pourquoi pas des personnes en situation de handicap qu'on aurait formées pour qu'ils accompagnent et qu'ils fassent partie des salariés qui vont accompagner sa transformation numérique. Donc c'est vrai que les emplois du numérique ne se trouvent pas seulement dans les entreprises du numérique, on peut les trouver dans toutes sortes d'entreprises, puisque maintenant, le numérique fait partie des fonctions qui sont transversales, qui vont être utiles à tout type d'entreprise. Ça, c'est important de le souligner. Merci beaucoup, Jacques Faubert. Bon, il y a énormément de questions. Ce qu'on va faire, c'est évidemment ces entretiens, ces témoignages, ces interventions ont toutes été enregistrées. On va les mettre... on va les rendre disponibles et on va associer à tout ça
les différentes interventions qui ont eu lieu dans le chat. Et lorsque aussi on va essayer d'apporter des réponses à certaines d'entre elles, mais je ne veux pas, on est maintenant 12h40, on a dépassé de 10 minutes notre temps, et puis je voudrais donc conclure, vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire où nous avons eu à peu près 250 personnes qui sont passées, 180 en permanence, ce qui est assez remarquable sur ce type de sujet. Et puis vous dire que voilà, on est tous mobilisés pour l'inclusion grâce au numérique. Merci à tous ceux qui sont intervenus, évidemment, et merci à tous les participants. À très bientôt.